Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la stratégie de Piguet-Galland. On se retrouve au milieu de cette année 2023 qui se révèle être relativement bonne jusqu'ici. C'est vrai que si on se souvient du contexte lors du dernier point de stratégie que nous avions fait il y a 3 mois, au mois de mars, la situation a quand même bien changé. On se trouvait à cette période dans une situation de crise avec la faillite de plusieurs banques régionales américaines, l'évitement de justesse de la faillite de Crédit Suisse en Suisse. Et effectivement, on se demandait quelles étaient les perspectives dans un tel contexte de marché pour les bourses. Force est de constater que 3 mois après, la confiance a été restaurée, qui a permis au marché boursier d'évoluer très favorablement et d'afficher au milieu de cette année une performance assez exceptionnelle. La question aujourd'hui, ça va être d'examiner ce qui a changé depuis 3 mois dans la situation économique et puis de vous donner un peu une autre vue sur les perspectives pour la deuxième partie de cette année 2023. Alors avant d'entamer le vif du sujet, je vais laisser Daniel Varela, notre chef des investissements, prendre la parole pour quelques mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui se connectent pour la première fois à ce webinaire, je comptais faire une petite présentation très succincte de la banque, vraiment très succincte, simplement pour rappeler effectivement que la banque Piguet-Galland, c'est une banque qui s'est donnée pour mission d'accompagner ses clients privés, notamment tout au long de leur projet de vie, qui peuvent être divers et nombreux, en s'appuyant sur une offre qui est constituée de 3 piliers importants. Cette offre, c'est tout d'abord la volonté de proposer un conseil patrimonial à notre clientèle. Donc ça peut effectivement être un bilan patrimonial, on peut parler de planification financière, d'analyse de prévoyance et de planification successorale. Le deuxième pilier, c'est le financement. Et là, bien entendu, on parle de crédit hypothécaire ou de crédit lombard. Et puis, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bien entendu, les investissements, la gestion de fortune, donc avec la possibilité de proposer à notre clientèle des mandats de gestion, des mandats de conseil. Cette clientèle est majoritairement une clientèle privée, mais on a également la possibilité d'offrir nos services à notamment une clientèle institutionnelle, donc des caisses de pension suisses, des compagnies d'assurance ou des sociétés qui nous confient la gestion d'une partie de leur fortune ou de leur trésorerie. Et puis également des services qui sont proposés à des gérants de fortune indépendants et à des family office. Quelques chiffres rapides sur la banque Piguet-Galland, de nouveau pour ceux qui ne nous connaissent pas encore suffisamment bien. Donc c'est une banque qui compte un peu plus de 160 personnes qui sont réparties sur 6 sites différents en Suisse romande, qui s'adressent avant tout à une clientèle institutionnelle et qui appartient quasiment à 100% à la banque cantonale vaudoise. Donc on a l'habitude de dire que la banque Piguet-Galland, c'est un peu le meilleur des deux mondes dans le domaine bancaire. Donc une petite, on va dire une banque à taille humaine qui offre la flexibilité et la réactivité recherchée par un bon nombre de clients, mais qui est adossée à un grand groupe bancaire extrêmement solide, un des groupes bancaires les plus solides en Suisse et dans le monde, si l'on se réfère aux notations financières qui sont accordées par les plus grandes agences de notation mondiales. Donc voilà, un petit rappel, il y a la possibilité au cours de la présentation, qui en fait se déroulera sur 2 présentations différentes, le scénario économique et pour les marchés financiers, et puis dans un deuxième temps, un focus sur le marché boursier suisse et une solution d'investissement que l'on utilise pour nos clients
Et donc, tout au long de ces présentations, vous pouvez poser des questions auxquelles nous tenterons de répondre à la fin de nos interventions. Alors, si on revient peut-être sur les investissements et l'évolution des marchés ces derniers mois, pas mal de choses ont changé durant ce trimestre. On a notamment l'impression que le problème majeur des investisseurs il y a encore quelques temps, l'inflation, elle ralentit partout dans le monde et pourtant, ça n'a pas l'air de suffire pour les banques centrales qui poursuivent leur resserrement, le durcissement de leur politique monétaire. Alors, est-ce que ce problème d'inflation, il est réellement résolu et pourquoi les banques centrales s'obstinent-elles à vouloir remonter leur taux directeur? C'est vrai que l'inflation est un problème en voie de résorption. Et ça, c'est quelque chose que l'on a effectivement abordé au long des différents séminaires sur les derniers trimestres. On constate que cette inflation, elle est vraiment en ralentissement décisif, un peu partout sur la planète. On a ici le cas, par exemple, de la zone euro. Donc, on constate qu'il y a eu un tournant. Ce tournant, il a eu lieu en fin d'année dernière, avec vraiment les chiffres de l'inflation qui se modèrent de manière vraiment décisive. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est le trait bleu. Le trait bleu, ça montre les prix à la production. Donc, c'est très en amont dans la chaîne. Donc, c'est les prix qui sont payés après le processus de fabrication et de production, donc à la sortie de l'usine, on va dire. Et on constate qu'après avoir atteint des sommets en fin d'année dernière, on avait une inflation au niveau des prix à la production de quasiment 40% sur un an. C'est énorme. Eh bien, il y a eu une décrue extrêmement importante, puisque aujourd'hui, l'inflation au niveau des prix à la production n'est plus que de 1%. On va dire la stabilité des prix. Pourquoi c'est important? C'est que on sait, d'un point de vue historique, que généralement, les tendances sur l'inflation qui apparaissent en début de chaîne ont tendance à se propager, à filtrer progressivement vers la fin de la chaîne, vers le consommateur final. Et donc, c'est vrai que l'amorce de désinflation qu'on a observée au niveau des prix à la consommation, d'après nous, c'est quelque chose qui va se poursuivre sur les prochains mois. Même situation aux États-Unis. Là, le graphique, en fait, par rapport au précédent graphique où on montrait une inflation annuelle, ici, on regarde une inflation trimestrielle sur base annualisée. Et donc, ce que l'on constate également aux États-Unis, c'est qu'en fait, le sommet, le pic de l'inflation a été atteint à l'été dernier, l'été de l'année dernière. Et depuis, en fait, on a eu une normalisation de l'inflation aux États-Unis, puisque sur base annualisée, l'inflation d'un trimestre sur l'autre, depuis quasiment l'automne dernier, on est aux alentours de 2%. C'est vraiment la cible qui est visée par les banquiers centraux aux États-Unis et ailleurs. Et si on regarde, si on exclut en fait, ça c'est le trait bleu, si on exclut les loyers, on sait que les loyers se sont envolés aux États-Unis et ça a un poids relativement important au niveau du calcul du panier de la ménagère. Si on exclut les loyers, eh bien on a effectivement une inflation qui est quasiment stable, quasiment retombée à zéro sur les derniers trimestres. Donc vraiment, ce que l'on peut dire, mission accomplie pour la Banque centrale américaine. Et pourtant, on y reviendra, effectivement, une banque centrale qui agite encore la possibilité de continuer à durcir sa politique monétaire sur les prochains mois. La situation de la Suisse, là également, un retour à la normale, que ce soit au niveau de l'inflation totale ou bien ce qu'on appelle l'inflation de base ou l'inflation cœur, donc où on enlève effectivement les éléments les plus volatiles du panier de la ménagère. On rentre progressivement dans la cible, dans l'intervalle de confort, on va dire, la zone de confort de la Banque nationale suisse. Et en fait, les derniers chiffres ont été publiés hier et on a aussi bien au niveau de l'inflation totale que de l'inflation cœur, l'inflation de base, une inflation qui est aux alentours de 1,7, 1,8% sur les 12 derniers mois. Donc là aussi, on a tendance à dire mission accomplie pour la Banque nationale suisse, qui pourtant, à l'image des autres grandes banques centrales dans le monde, continue effectivement d'agiter effectivement la possibilité de continuer à durcir sa politique monétaire sur les prochains mois. Alors on va se poser la question, pourquoi
pourquoi autant de prudence dans les commentaires des banquiers centraux, alors même que l'inflation est partout dans le monde en train d'entrer dans cette fameuse zone de confort, en tout cas de retourner dans cette fameuse zone de confort des banquiers centraux, à savoir une inflation comprise entre 0 et 2% sur base annuelle. Pour nous, notre observation et notre interprétation effectivement de cette prudence, elle doit beaucoup à des effets et un phénomène structurel. Ces explications structurelles, elles tiennent beaucoup à la tension que l'on a au niveau du marché de l'emploi. On a ici, par exemple, le taux de chômage au niveau de la zone euro, donc c'est le graphique à gauche de l'écran, et on constate que en Europe, le taux de chômage est quasiment au plus bas, non seulement sur les dernières années, mais sur plusieurs décennies. Et on observe quasiment la même chose dans tous les pays développés, donc des taux de chômage qui sont au plus bas, malgré le ralentissement économique de ces derniers mois. On n'a pas assisté à un rebond du taux de chômage, ce qui est d'habitude le cas. Lorsqu'on a un ralentissement économique, eh bien souvent, les entreprises ajustent leur masse salariale, on va dire, et généralement, ça donne lieu à un rebond du taux de chômage qui n'a pas eu lieu cette fois-ci. Pourquoi? Différentes explications que l'on a trouvées par rapport à ce contexte. Premièrement, c'est vrai qu'on a observé qu'à la réouverture économique, à la sortie de la période de confinement liée au Covid, eh bien, bon nombre de ces employeurs, bon nombre d'entreprises ont eu de la peine à recruter à nouveau du personnel et il y avait vraiment donc une main-d'œuvre qui n'était pas suffisamment disponible pour ces entreprises. On peut imaginer que ces employeurs hésitent à réduire leur masse salariale à un moment où potentiellement elles craignent de ne pas pouvoir réembaucher les personnes une fois que l'activité redémarre. Et il y a une autre explication, sans doute plus durable, c'est le fait que là aussi, on a des effets structurels avec une masse, ou plutôt une force du travail qui est en train de se réduire pour des raisons démographiques. Cette raison démographique, c'est le départ à la retraite progressif de la génération des baby boomers qui arrive gentiment à l'âge de la retraite et qui n'est pas compensé par l'arrivée sur le marché du travail d'une population plus jeune. Et on constate à l'échelle européenne donc que cette force du travail, donc la population en âge de travailler, eh bien, elle va progressivement se réduire ces prochaines années. Si on fait abstraction du solde migratoire, hein, de la migration qui éventuellement arrive en Europe, eh bien, on constate que ces prochaines années, en gros, on a entre 1 million et 1,5 million de personnes qui vont sortir du marché de l'emploi. Forcément, ça nous prédit un marché de l'emploi qui va rester tendu en Europe, aux États-Unis, dans la plupart des pays industriels. Et on peut imaginer que face à ces marchés de l'emploi qui sont proches du plein emploi, on a des banquiers centraux qui s'inquiètent que potentiellement on puisse avoir un rebond des salaires une fois que l'activité redémarre dans le monde et qui potentiellement peut ramener de l'inflation l'année prochaine ou l'année suivante. Je vais peut-être juste rapidement répondre à une question qui peut aider à la compréhension. On nous demande la signification du terme CPI, CPI. C'est l'abréviation en fait anglaise de l'indice des prix à la consommation, la principale donc mesure de l'inflation pour le consommateur. CPI less shelter, c'est l'inflation si on exclut la composante du logement. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions de compréhension en cours de route, on essaye effectivement d'y répondre. Donc on a des banques centrales qui resserrent leur politique monétaire. On sait historiquement un resserrement de la politique monétaire conduit à un ralentissement économique. Ce resserrement de la politique monétaire abrupt de la part des banques centrales, elle a fait craindre à beaucoup que les économies des pays développés plongent en récession. On avait pris chez Piguet-Galland le pari d'adopter un scénario plus optimiste d'atterrissage en douceur. Après ces mois et ces trimestres de hausse, qu'est-ce qu'il en est des perspectives pour l'économie mondiale? Cette récession, est-ce qu'on va l'éviter
aux États-Unis, en Europe, dans les mois à venir. Alors c'est vrai que, et c'est important de le rappeler, si on se remet une année en arrière, dans un contexte de prix de l'énergie qui s'envolait, notamment en Europe, c'est vrai que c'était un contexte qui était particulièrement inquiétant par rapport au devenir de l'économie mondiale. Et c'est vrai que cette décrue que l'on a observée sur le prix de l'énergie et sur l'inflation en règle générale nous a amené effectivement à parier dès le début de cette année sur un atterrissage en douceur de l'économie mondiale qui semble se confirmer. Donc notamment sur ces graphiques. Et donc là, effectivement, il faut peut-être que j'explique un peu mieux de quoi il s'agit. Les indices PMI, donc, c'est des indicateurs qui mesurent quelque part le climat des affaires au niveau des entreprises. Donc, c'est des sondages qui sont faits auprès de directeurs d'achat ou bien de responsables d'entreprise. On leur demande comment vont les affaires dans leur entreprise, dans leur secteur d'activité. Et c'est vrai que l'on constate un peu une divergence. Depuis le début de l'année, en fait, on a le secteur des services qui se comporte extrêmement bien, qui résiste bien. Et là, sur ces graphiques, ce qui est important de mesurer, c'est la barre de 50. Au-dessus de 50, on estime que ces sondages indiquent toujours des secteurs d'activité qui continuent de s'étendre. Donc, on est encore en voie d'expansion, donc des secteurs d'activité qui sont en phase de croissance. Et quand on est en dessous de la barre de 50, là, on est plutôt en phase de contraction avec un secteur d'activité qui est plutôt en train de souffrir et qui est en train de reculer. Donc, ce que l'on constate, c'est que le secteur des services, porté notamment par la consommation de ménages, qui finalement, malgré le contexte de guerre en Ukraine, malgré le contexte d'inflation relativement élevée, du fait que les taux de chômage sont extrêmement bas, que les salaires progressent, eh bien, on a des ménages qui ont continué de consommer et ça a soutenu effectivement la croissance du secteur, de tous les secteurs de services. On peut penser par exemple aux activités de loisirs ou de tourisme. Par contre, une grande divergence avec le secteur manufacturier qui, lui, s'est contracté en début d'année, qui est toujours en phase délicate, où les affaires sont pas au mieux. Mais par contre, on a l'impression qu'à l'échelle mondiale, le secteur manufacturier a atteint un plus bas et qu'il est plutôt en voie de redressement. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Donc, c'est quelque chose qui, selon nous, confirme la perspective d'un atterrissage en douceur. Alors forcément, un ralentissement assez sévère dans certains pays par rapport à la croissance que l'on a connue l'année dernière. Donc ici, en trait noir, vous avez donc ces histogrammes pour les différents pays ou les différentes zones géographiques. Vous avez le trait noir, c'est la croissance de l'année dernière, en 2022. Les traits bleus, sa croissance estimée pour cette année, constate que le ralentissement, il est sévère. Par contre, sur les différentes zones économiques, on constate que les attentes, c'est plutôt donc des pays, des zones économiques qui vont échapper à une récession profonde ou qui vont connaître une récession extrêmement légère. Et on constate également donc que un pays se détache parmi l'ensemble des grandes économies. C'est la Chine qui a tendance à réaccélérer cette année du fait de l'abandon des politiques de zéro Covid et donc la réouverture de cette économie. Donc une économie mondiale qui s'en tire pas trop mal finalement. Ce graphique-là confirme effectivement nos attentes de voir un atterrissage en douceur de l'économie mondiale et d'échapper à une récession qui était effectivement le scénario qui pouvait être craint il y a de cela une année. Nous, nos attentes, effectivement, c'est que cet atterrissage en douceur, il va déboucher sur un nouveau cycle économique, avec une réaccélération de l'économie mondiale qui se dessine pour la fin de cette année, dès l'année 2024. C'est une réaccélération timide dans un premier temps, mais qui probablement va se confirmer et va s'accélérer, va prendre de l'ampleur à partir de l'année 2025. Un peu le même cas de figure en Suisse, on revient sur les indices PMI, donc des sondages auprès des directeurs d'achat, un peu le même cas de figure. Les services résistent bien, ça a permis effectivement à l'économie helvétique d'échapper à la récession, mais un secteur manufacturier qui, comme ailleurs dans le monde, qui, comme dans d'autres pays industrialisés, est en phase de contraction. On observe ici qu'il est plutôt encore en train en plein recul, mais pour l'instant, effectivement, les services sauvent la partie, on va dire, et la consommation des ménages
dédiée notamment à ces activités de service, eh bien, elle maintient l'économie suisse à flot. Alors, après une année, un semestre très porteur, notamment pour les actions, quoi est-ce qu'on peut encore s'attendre raisonnablement pour le deuxième semestre de cette année pour les différentes classes d'actifs? Alors, c'est vrai que les actions sur le premier semestre, on va dire que c'était la belle éclaircie que l'on a eue sur les marchés financiers. C'est vraiment la classe d'actifs qui a surperformé dans ce rebond-là. On a une classe d'actifs qui est restée en demi-teinte. C'est le marché obligataire. C'est vrai que le marché obligataire a connu une année 2022 extrêmement difficile, avec des reculs des cours des obligations extrêmement importants. Par contre, ça a conduit au fait qu'on a des rendements obligataires qui, partout dans le monde, sont quasiment au plus haut de ces 10 dernières années. Et sans aller sur les segments obligataires, on va dire les segments les plus exotiques du marché obligataire, hein, donc c'est la partie droite du graphique, on parle ici notamment de dette émergente ou d'obligations à haut rendement et donc à haut risque. Si on concentre sur la partie gauche du graphique, donc les obligations de bonne qualité, donc qu'elles soient gouvernementales ou pour des sociétés de très bonne qualité, on constate que et ça c'est le losange bleu, les rendements sur les différents segments du marché obligataire sont dans la partie haute de l'intervalle de fluctuation que l'on a connu ces 10 dernières années, et bien au-dessus de la moyenne de ces 10 dernières années qui est indiquée ici par le trait mauve horizontal que l'on a sur ces différents segments. Donc vraiment, même si on n'envisage pas encore une vraie détente des rendements qui s'accompagnerait par une appréciation des cours des obligations, les rendements obligataires qui sont offerts par les différents emprunts à l'heure actuelle, c'est bon à prendre, c'est des rendements extrêmement intéressants et donc c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens dans les portefeuilles. Une petite remarque sur ce graphique-là, on voit que les rendements sur le marché européen, donc le Euro-IG, ça veut dire Euro Investment Grade, donc les obligations en euros de qualité supérieure, eh bien, ces rendements en Europe commencent à rivaliser avec les rendements sur les emprunts de bonne qualité aux États-Unis. C'est quelque chose qui est important. Ce n'était pas le cas il y a 6 mois. Il y a eu un rattrapage au niveau des rendements européens et c'est quelque chose encore plus important pour les investisseurs suisses, surtout lorsqu'ils souhaitent quelque part hedger le risque de change. La couverture du risque de change entre le dollar et le franc suisse coûte très cher. Et donc, sur base hedgée, aujourd'hui, les obligations européennes ont un rendement pour les investisseurs suisses nettement plus intéressant que les obligations américaines. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Si on regarde les bourses, donc la catégorie, la classe d'actifs actions, eh bien là, l'horizon s'est dégagé. Alors, il s'est dégagé sur le premier semestre avec les belles performances qui ont été affichées par la plupart des bourses. Mais en fait, si on regarde en comparaison historique, en analyse historique, on rentre progressivement sur, on va dire, les phases des politiques monétaires de la Banque centrale américaine qui sont assez clémentes pour le comportement des bourses. On sort, donc c'est le scénario tout à droite, de la phase où la Banque centrale américaine monte agressivement ses taux. C'est ce que l'on a observé l'année dernière. Lorsque la Banque centrale américaine monte agressivement ses taux, eh bien les performances mensuelles, en moyenne, sont négatives. Par contre, le scénario dans lequel on est en train de rentrer à l'heure actuelle, c'est lorsque les taux de la Banque centrale sont stables, flat, et là, on a un scénario où, en moyenne historique, eh bien, on a une performance de la bourse américaine qui progresse de l'ordre de 1% par année. Et si on se projette un peu plus loin dans le futur, dès le moment où la Banque centrale américaine commencera à baisser ses taux, que ce soit l'année prochaine ou éventuellement l'année 2025, eh bien là, on a un contexte encore plus favorable pour la bourse américaine. Donc, on sort clairement de cette phase difficile pour la bourse américaine. On rentre dans un nouveau cycle économique, on rentre dans un nouveau cycle monétaire, on rentre dans un nouveau cycle boursier qui, généralement, est propice pour les détenteurs d'actions. D'autant que eh bien, les valorisations sont assez attractives
au niveau des différentes places boursières dans le monde. Donc, comment on regarde les valorisations? Les valorisations, c'est les fameux rapports cours-bénéfice. Donc, on divise le cours des actions ou le cours d'un indice boursier par les bénéfices qui sont générés par une entreprise ou bien par toute une cote boursière. Et on constate que ces valorisations, le plus souvent, sont dans la partie basse, hein, donc de ces observations historiques sur 25 ans. Donc, elles ne sont pas très, très chères. Un peu plus cher, on va dire, aux États-Unis, mais c'est un marché qui affiche une croissance des bénéfices plus importante et qui justifie sans doute des valorisations un peu plus importantes. Mais ce qu'on peut dire par rapport aux États-Unis, c'est qu'on est loin des sommets que l'on a connus en termes de valorisation. Un focus en particulier sur quelques marchés qui nous semblent tout à fait attractifs, notamment l'Europe ou même la Chine. On a là des valorisations sur ces marchés qui sont, d'un point de vue historique, relativement basses et qui incitent effectivement à renforcer, c'est ce qu'on a fait au début d'année, ces régions-là dans nos portefeuilles. Alors, un petit bémol quand même à mentionner, c'est vrai que la forte hausse des bourses depuis le début de l'année, c'est accompagné d'un retour de l'optimisme des investisseurs. C'est le trait orange qu'il faut regarder en bas de graphique. Ce trait, il mesure effectivement, en gros, quel pourcentage d'investisseurs est plutôt optimiste sur la destinée de la bourse américaine ici ou des bourses mondiales dans les prochains mois. C'est vrai qu'on est sorti de cette zone de pessimisme extrême que l'on avait en fin d'année dernière, qui effectivement pointait sur un rebond à venir des bourses. On rentre dans une phase qui ne conduit pas forcément à des corrections sévères. On voit hein, que toute la tendance, le bull market, hein, le marché haussier de la bourse américaine qui a débuté en 2010 et qui s'est étendu jusqu'en 2020, c'est souvent traduit par un sentiment des investisseurs qui gravitaient aux alentours de 70% d'opinion positive, parfois même presque 80%. Mais par contre, c'est vrai que ça peut susciter, ça et là, quelques consolidations, et c'est peut-être ce qui peut arriver durant l'été. Donc, une opinion sur les bourses positive. On pense que cette tendance haussière va se poursuivre au deuxième semestre, mais c'est vrai que potentiellement, compte tenu de cet optimisme élevé, on peut avoir de temps en temps quelques prises de bénéfices et une consolidation sur les bourses. Et c'est quelque chose qui peut arriver cet été. Un dernier mot sur les monnaies. Ça, c'est quelque chose que l'on a mis en avant quasiment depuis le début de l'année. Il nous semble que les 2 dernières années qui ont été associées à une période de hausse du dollar, eh bien cette hausse du dollar, elle est en train de se retourner. Il nous semble que le dollar a atteint des sommets et on va plutôt assister à une prise de bénéfices, à quelques dégagements du côté du dollar, notamment lié au fait que le différentiel de rendement à l'égard du dollar vis-à-vis des autres monnaies, qui était très intéressant à l'automne dernier, eh bien, ce différentiel de rendement est en train de se réduire avec des remontées de taux d'intérêt qui, dernièrement, sont beaucoup plus importantes. Il y a une sorte de rattrapage, notamment sur le marché euro. Et donc, il nous semble effectivement d'être dans une phase où le dollar sera moins porteur et probablement que l'euro, parmi d'autres, seront les monnaies qui auront tendance à faire du rattrapage par rapport à la performance du dollar. Alors, on aura compris le scénario, il reste globalement constructif pour les marchés financiers pour la deuxième partie de l'année, avec peut-être justement un bémol à court terme à cause d'un excès d'optimisme chez les investisseurs. Comment ça va se traduire en termes d'allocation d'actifs et est-ce que peut-être on peut mettre en avant les changements majeurs qui ont été mis en place par rapport au trimestre précédent? Alors, c'est vrai que cette prudence temporaire que l'on mentionne par rapport au sentiment, qui peut occasionner une certaine consolidation, c'est pas forcément quelque chose qui nous inquiète beaucoup. On reste effectivement avec un positionnement assez constructif, notamment à l'égard des bourses. Typiquement, nous, pour un portefeuille pondéré, notamment France-Suisse, ici, c'est l'exemple que l'on a pris, la position neutre, c'est environ 40% d'actions. Comme on le constate,
on est à 44, donc on est surpondéré sur les actions dans nos portefeuilles. On a pris quelques bénéfices ça et là pour pas trop dévier par rapport à cette cible. Un des marchés sur lesquels on prend des bénéfices, et c'est ce qu'on a recommandé donc lors de la stratégie de fin de trimestre de fin juin, c'est de prendre quelques bénéfices au Japon où le marché a fortement progressé sur les derniers mois, alors même que la Banque du Japon risque de durcir sa politique monétaire dans les semaines ou les mois à venir. Mais globalement, on reste surpondéré sur les actions. Les autres changements que l'on a faits ne sont pas très nombreux, donc globalement, on reste confiant et constructif, notamment sur l'immobilier suisse qu'on a renforcé en début d'année après la forte baisse de l'année dernière. On a toujours des matières premières, et notamment et surtout de l'or que l'on a dans les portefeuilles. On a encore des fonds alternatifs qui nous permettent effectivement d'avoir une performance ajustée au risque, un couple tout à fait intéressant. Quelques changements que l'on a fait donc au niveau de la partie obligataire, justement pour effectivement prendre en compte le fait que sur base hedgée, notamment pour des clients suisses, eh bien, les rendements obligataires de la zone euro redeviennent très intéressants, notamment par rapport au rendement que l'on a sur le marché américain. Donc, on a eu tendance à réduire les obligations américaines et renforcer les obligations européennes dans les portefeuilles. Comme on le constate sur ce tableau, on a sur la partie action, pour des clients suisses, des investisseurs suisses, on a une part action assez importante dédiée à la bourse suisse, donc qui est également dans nos grilles surpondérée par rapport à notre position neutre. Et c'est vrai que ça fait l'objet donc de la deuxième présentation de l'intervention de Daniel Steck donc pour la suite de ce webinaire. Et donc effectivement, pour ce marché suisse, comment s'y exposer, c'est ce que l'on va effectivement montrer, proposer et présenter dans le cadre de la présentation du certificat helvétique. Quelques mots sur ce certificat et sur le contexte du marché boursier suisse? Oui, alors c'est vrai qu'on propose dans notre grille d'allocation de surpondérer les actions suisses. C'est un positionnement qui peut être surprenant parce que historiquement, dans une phase de démarrage, redémarrage de l'économie et d'optimisme assez marqué, en général, les indices d'actions suisses, SMI, SPI, font relativement mal. C'est vrai que c'est un marché qui a un biais défensif qui va profiter d'un environnement de stress ou de crise et d'une fuite des investisseurs vers des actifs moins risqués. Pourtant, on conserve une recommandation de surpondérer le marché suisse. On est convaincu qu'en s'exposant de manière adaptée à ce marché, on peut quand même tirer son épingle du jeu et bénéficier des excellents fondamentaux de l'économie suisse, d'un pays où le problème inflationniste, là, il est vraiment complètement résolu, d'un marché qui bénéficie d'une croissance économique très résiliente et effectivement d'un pays pour lequel la question de la récession ne se pose évidemment pas du tout, puisque la croissance devrait rester positive malgré le ralentissement de la conjoncture mondiale actuelle. Alors, comment s'exposer au marché helvétique? J'aimerais aujourd'hui présenter une solution d'investissement qui a été créée en 2017. C'est un panier d'actions qui s'appelle Helvétique et qui propose d'intégrer, en plus des critères financiers, d'intégrer des éléments de finance durable, des éléments ESG, d'analyse des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise, en plus d'analyse financière traditionnelle que l'on peut faire sur les entreprises. On le voit sur ce graphique, durant ces dernières années, et on l'avait identifié comme relativement tôt, l'intérêt pour l'investissement durable en Suisse ne cesse de croître et croît de manière exponentielle avec une sensibilité à ce thème qui est à présent incontournable pour l'investisseur et un intérêt pour intégrer ces critères à l'analyse que l'on fait d'un investissement pour le long terme. Si on
peut regarder où se situe un peu ce certificat helvétique dans la famille des investissements et des solutions durables, c'est vrai que c'est une famille de solutions qui s'est largement étoffée ces dernières années. Le certificat helvétique n'est plus le seul à proposer d'intégrer ces éléments ESG dans sa constitution. On a effectivement dans tous les produits aujourd'hui des fonds Piguet Galland une intégration de certains éléments durables dans notre sélection d'investissements et de valeurs. Et ça va répondre à une des questions qui a été notamment posée sur le chat. Oui, on va refuser d'investir de manière globale, et c'est la première couche que l'on voit en bas de ce graphique, de cette pyramide, une première sélection qui va résulter de l'exclusion de certains marchés. On peut penser au charbon, mais également la défense et l'armement, pour faire déjà une première sélection en se disant, voilà, il y a certains sous-secteurs ou certains pans de l'économie pour lesquels on se refuse d'investir. Et puis, le certificat helvétique va, lui, se situer déjà encore un peu plus haut avec une approche un peu plus poussée dans le domaine ESG qui va sélectionner dans chaque secteur les sociétés les meilleures qui proposent de manière la plus efficiente le respect de ces critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance d'entreprise. Alors, comment on va déterminer qui est bon, qui est moins bon dans ce secteur? On va se baser sur un système de notation qui a été mis en place par la société Ethos, que les investisseurs suisses connaissent bien, et qui procède à l'analyse de toutes les sociétés helvétiques et qui leur donne une note de A+ à B- ou C encore, pour déterminer le respect ou non de ces critères dans la conduite de la marche des affaires de ces sociétés. Et pour ce panier de sociétés, on a décidé qu'on allait se concentrer uniquement sur les notations les meilleures, c'est-à-dire A+ ou A-. On voit un exemple là, effectivement, d'une société qui est exclue par conséquent de ce panier, et pas la moindre, puisque Nestlé, qui affiche une note B+, est par conséquent la plus grosse société suisse, mais qui va être exclue de ce panier parce qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour avoir une note suffisante dans le domaine de la finance durable. Du coup, avec cet univers réduit, on va éliminer à peu près la moitié des valeurs du SPI pour se concentrer sur les 100 valeurs restantes qui répondent à notre critère de best in class, et on va se focaliser, on le voit sur le graphique en dessous, la distribution des sociétés du SPI avec leurs notes, et puis en rouge, l'investissement que l'on fait, nous, dans le panier helvétique qui se concentre sur les meilleurs élèves de la côte suisse. Alors, ça permet effectivement de se concentrer sur les investissements de meilleure qualité. C'est vrai que par le passé, on a souvent cru à tort que adopter un investissement ESG, un investissement durable, ça se faisait uniquement par conviction et qu'on était obligé en quelque sorte d'abandonner un petit peu de la performance pour avoir accès à un investissement ESG. Pas du tout. On le voit sur le long terme que l'adoption de ces critères permet au contraire d'améliorer la performance et de créer de la valeur. Et on le voit sur le graphique en haut à droite, l'historique de performance de ce panier d'actions comparé à l'indice en gris. On voit que sur le long terme, on génère de la performance supplémentaire en sélectionnant les meilleurs élèves et en évitant les cas où, par exemple, une gouvernance d'entreprise qui peut conduire à des catastrophes, et on pense notamment à Crédit Suisse qui bien sûr n'a pas passé la rampe et ne figurait pas dans ce panier d'actions et qui a pénalisé la cote suisse cette année. Ça permet d'éviter ce genre d'accident sur le long terme et de parier sur les meilleurs élèves. Ensuite, revenir peut-être sur le positionnement sectoriel de ce véhicule d'investissement. On a dit tout à l'heure que
on surpondérait le marché suisse, mais que dans une phase de redémarrage de cycle, on ne voulait pas tellement s'exposer au caractère défensif du marché suisse. C'est le cas avec ce véhicule d'investissement de par l'absence de Nestlé, qui est la société défensive par excellence. Ça laisse également de la place pour privilégier des valeurs de plus petite taille, pour privilégier des valeurs plus cycliques qui sont, elles, exposées à l'embellie de la conjoncture qu'on a eue ces derniers mois, notamment en Europe. Et ça permet aussi, on le voit sur la partie du chart de performance depuis le début de cette année, de se démarquer d'un indice SPI qui est à la traîne par rapport aux indices mondiaux. Et en pariant sur les bons segments de la cote helvétique, on va pouvoir générer de la surperformance dans un contexte de redémarrage de l'économie mondiale. Donc c'est vraiment un produit un panier d'actions qui va s'adresser aux investisseurs qui ont une sensibilité par rapport à ce thème de la finance durable et du développement durable, mais qui en aucun cas ne va sacrifier de la performance sur le long terme pour répondre à ces préoccupations. Voilà, merci Daniel. Donc, un petit rappel, il y a encore la possibilité de poser quelques questions. On va prendre quelques questions dans la foulée. Alors, il y a en premier peut-être une question sur une classe d'actifs qu'on n'a pas mentionnée pendant cette présentation, les investissements alternatifs. Qu'en est-il depuis le début de l'année? Quelles sont les perspectives qu'on a pour ce type d'investissement sur le deuxième semestre de l'année? Et on l'a vu dans la grille d'investissement, c'est quand même une classe d'actifs qui est quand même largement représentée dans notre allocation. Oui, c'est une excellente question et c'est vrai que nous, ce que l'on considère comme placement alternatif, c'est avant tout des fonds alternatifs, donc ce qu'on appelle des hedge funds, qui essayent effectivement de capturer, on va dire, des marchés qui ne sont pas pricés correctement. Et effectivement, ces inefficiences de marché, on sait que sur la durée, c'est quelque chose qui peut être exploité par des gérants qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Alors, les fonds alternatifs, après une période un petit peu difficile, on va dire que c'était durant les années, on va dire en gros entre les années 2015 et 2020, eh bien, il y a un renouveau d'intérêt, il y a un retour d'intérêt pour les fonds alternatifs et les hedge funds, avec des performances qui renouent, on va dire, avec les performances auxquelles cette catégorie de placement nous avait habitués. Alors forcément, depuis le début de l'année, l'ensemble des classes d'actifs, face aux très belles performances boursières, eh bien, elles ne font pas le figure. Néanmoins, les performances des fonds alternatifs, d'une sélection diversifiée de fonds alternatifs, chez nous, c'est des performances positives depuis le début de l'année et on reste tout à fait constructif par rapport à cette classe d'actifs ou cette catégorie d'actifs pour le restant de l'année, avec des marchés qui, dans le contexte actuel, offrent encore pas mal d'inefficiences qui peuvent être exploitées par ces gérants. On a une autre question, la même question en fin de compte, quant aux perspectives pour l'or au niveau actuel. Alors c'est vrai que ça c'est une question intéressante. On sait que l'or est plutôt un métal qui profite d'un contexte d'inflation élevée. D'un point de vue historique, ça a été le cas. Alors c'est vrai que en 2008-2009, au moment où on avait des craintes systémiques, l'or a également profité, hein, parce que c'est vrai que les investisseurs se détournaient, on va dire, des investissements classiques et des monnaies classiques pour se réfugier dans un métal qu'ils jugeaient plus sûr. Mais néanmoins, donc c'est vrai que l'or est plutôt un actif qui a tendance à bien performer dans un contexte d'inflation. Cette inflation, elle a tendance à se résorber, à reculer, mais il y a d'autres éléments qui plaident en faveur de l'or. C'est vrai qu'on constate à l'échelle internationale pas mal d'intérêt pour l'or,
de la part, on va dire, d'industriels qui ont besoin d'or dans leur processus de production, mais surtout également d'un point de vue investissement, avec des investissements qui recherchent la sécurité de l'or au fil du temps, et surtout des gros investisseurs, les banques centrales, pour ne pas les nommer, qui ont effectivement sur les derniers mois, sur les dernières années, et notamment au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont décidé de renforcer le poids de l'or dans leurs actifs, dans leur bilan. Et ça, c'est un phénomène qui, selon nous, est amené à se poursuivre sur les mois, sur les trimestres et sur les années à venir, qui devrait soutenir l'or sur la durée. Mais pour revenir sur la construction de portefeuille en elle-même, l'or, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Notamment, c'est une sorte d'assurance de portefeuille qui, effectivement, permet de protéger une partie du portefeuille dans un contexte, on va dire, de volatilité des marchés. C'est quelque chose qui a été prouvé notamment à la fin du mois de mars, lorsqu'on parlait beaucoup de crise bancaire, mais c'est quelque chose qui, effectivement, s'est révélé tout à fait vrai, tout à fait pertinent dans les différentes phases de volatilité que l'on a connues sur les 5 dernières années. Ensuite, une question sur les obligations et comment expliquer, en fin de compte, la relativement bonne tenue des obligations dans un contexte d'inflation alors que les taux sont augmentés par les banques centrales. Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, le marché obligataire, un peu comme le marché boursier également, donc le marché boursier a tendance à anticiper avec un certain nombre de mois. On a souvent tendance à dire 6 mois. Le marché boursier a tendance à anticiper donc l'évolution des perspectives économiques. Le marché obligataire, c'est un marché qui aura tendance à anticiper l'évolution de l'inflation dans le futur. Donc c'est vrai que l'inflation élevée aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pénalisé le marché obligataire l'année dernière. Et si le marché obligataire résiste mieux, alors même que les banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire, c'est tout simplement parce que le marché obligataire, les investisseurs obligataires, tablent sur le fait qu'on a vu le pire de l'inflation et qu'on a vu aussi le pire du resserrement monétaire et que c'est un marché obligataire, des investisseurs obligataires qui ont tendance à effectivement anticiper le coup d'après. Et le coup d'après, c'est effectivement un contexte où l'inflation se résorbe, où les banques centrales vont faire une pause, voire même d'ici quelques mois ou quelques trimestres vont commencer à rebaisser les taux d'intérêt. C'est ça ce qui explique la relativement bonne tenue du marché obligataire depuis le début de l'année. Après, il faut en convenir, une année 2022 qui était la pire des années obligataires depuis de nombreuses décennies. Et puis peut-être l'incontournable question sur les crypto-monnaies. Oui. Que pense-t-on des crypto-monnaies et comment on peut s'y exposer? Alors, les crypto-monnaies, c'est vrai que c'est une question et une thématique intéressante. On a très longtemps pensé, nous, comme beaucoup de personnes qui s'intéressaient ou qui observaient ou qui étudiaient les crypto-monnaies, on a longtemps pensé que les crypto-monnaies étaient un actif qui, quelque part, avait tendance à se comporter de manière très différente des actifs traditionnels. En gros, si les bourses montaient, les cryptos potentiellement pouvaient baisser. Et surtout, et c'était ce qui était recherché à une époque par les investisseurs en crypto-monnaie, des actifs qui permettaient de se prémunir d'une baisse des actifs traditionnels. Et ce que l'on a observé l'année dernière, c'est qu'en fait, il y avait une similarité au niveau des performances. En fait, les actifs crypto ont baissé, on va dire autant, si ce n'est plus, que les actifs traditionnels. Donc, on a plutôt l'impression qu'il y a au fur et à mesure que c'est un marché qui est assez jeune, assez récent, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, au fur et à mesure qu'il devient plus mature, que les investisseurs, effectivement, apprennent du comportement de ces actifs crypto, eh bien, on a l'impression que c'est plutôt un actif qui a tendance à se comporter en fonction de la liquidité que l'on a sur les marchés, qui a été plutôt en phase de réduction l'année dernière, qui potentiellement va réaugmenter dans les prochaines années, et donc un actif qui a tendance à se comporter en gros comme la bourse.
Et puis, peut-être une question à laquelle je peux répondre sur les perspectives pour les taux, notamment américains, et quand est-ce qu'on anticipe une baisse des taux américains. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on est encore, on l'a dit, dans cette phase où la Fed décide de serrer encore une ou deux fois la politique monétaire et d'augmenter encore les taux sur le court terme. Les attentes concernant ce pivot ou cette pause, ils ont sans cesse été repoussés à plus tard. Pour le moment, la dernière hausse de taux telle qu'anticipée par le marché, elle se situe à la fin de l'été, début de l'automne. Après, effectivement, ça devrait laisser une place à une période relativement longue où on a une stagnation des taux directeurs. On n'anticipe pas forcément une baisse si, comme on le pense, on est au début d'un nouveau cycle économique et que l'économie tient relativement bien et, comme l'anticipent les économistes, accélère encore durant l'année 2024. Donc, les anticipations qu'on voit aujourd'hui dans le marché qui correspondent à des premières coupes de taux de la Fed en début d'année 2024, elles nous semblent peut-être un petit peu trop optimistes et on table plutôt sur une stagnation, une période de pause prolongée, tant qu'on n'a pas une nouvelle perspective de récession, de ralentissement économique aux US. Idem pour les taux en Suisse, où effectivement on n'attend pas de baisse dans l'immédiat ou dans le moyen terme. Peut-être une dernière question, s'il y en a. Une dernière question peut-être sur l'immobilier suisse et l'impact que ces hausses de taux ont eu sur l'immobilier. Alors c'est vrai que l'immobilier, habituellement, c'est un actif qui n'aime pas les hausses de taux d'intérêt. Et forcément, au travers de la hausse des taux hypothécaires, ça peut avoir un impact. Nous, depuis de plusieurs mois, et notamment, c'est quelque chose que l'on a mis en place dans les portefeuilles en début d'année en renforçant les fonds immobiliers suisses, notre scénario à l'égard de l'immobilier suisse, c'est que c'est un marché qui va relativement bien résister. Premièrement, c'est que il nous semble qu'on arrive tout proche du sommet sur les taux hypothécaires. Alors, forcément, les taux hypothécaires ont fortement remonté et ça peut avoir un impact sur la construction et l'activité de construction. Effectivement, on constate un certain ralentissement, tout simplement parce que, effectivement, pour des ménages qui veulent accéder à la propriété, forcément, cette remontée des taux d'intérêt est assez dissuasive et a tendance à reporter cette décision d'achat. Par contre, le secteur immobilier dans son ensemble a de gros atouts. Un des atouts principaux, c'est premièrement le taux de vacances qui est extrêmement faible. C'est vrai que dans le domaine résidentiel, il y a peu d'objets sur le marché. Donc ça limite effectivement le risque d'une baisse importante sur les cours immobiliers. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours un flux migratoire important. Donc la résilience de l'économie suisse, les salaires relativement élevés, c'est vrai que c'est quelque chose qui attire encore un flux migratoire positif, important, auquel on doit faire face en termes de construction de nouveaux objets immobiliers et qui, sans doute, une situation qui va avoir tendance à perpétuer effectivement des taux de vacances extrêmement faibles, et puis un effet de rareté sur le marché. Si on revient par exemple sur les fonds immobiliers qu'on a eu tendance à augmenter, comme je le disais, dans les portefeuilles, il y a un atout supplémentaire, c'est que ces fonds immobiliers, notamment dans le domaine résidentiel, eh bien, ils sont à la veille d'un phénomène qui a déjà sans doute commencé d'ailleurs, qui est de remonter des loyers progressives sur les immeubles qui sont détenus par ces fonds immobiliers, avec à la clé des rendements qui vont avoir tendance à s'améliorer. Donc des fonds immobiliers dont les cours ont passablement baissé l'année dernière, les agios ont fortement baissé. Il nous a semblé en début d'année que, compte tenu de ce contexte et de ce scénario qui, chez nous, est assez positif pour le marché immobilier suisse, eh bien, ça valait la peine de renforcer les positions sur les fonds immobiliers suisses. On arrive, je crois, au terme de ce webinaire.
On n'a peut-être pas répondu à l'ensemble des questions. S'il y en a encore, n'hésitez pas à contacter vos personnes de contact ou vos conseillers qui forcément auront le plaisir de nous adresser ces questions auxquelles on pourra répondre éventuellement par la suite. Et puis, l'occasion également de vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Daniel, et l'occasion également de vous souhaiter un excellent été et de belles vacances pour ceux qui en prennent. Merci, bonne journée.